Le soir même, mon plan était établi. À la première occasion, j'irais demander des œufs à la mère Gorée, et dès qu'elle aurait tourné les talons, je prendrais un journal, pas le premier de la pile, j'étais sûre qu'elle s'en apercevrait puisqu'elle l'avait sous les yeux depuis des années. Non, le deuxième, et je le glisserais sous mon pull. Et puis j'irais le lire dans ma chambre fermée à clé. Voilà, j'allais faire ça. En entrant dans la cuisine le lendemain matin, j'ai déchanté. Il y avait le carton sur la table avec dedans 2 douzaines d'œufs emballés dans du papier journal. Je suis allée souhaiter la bonne année à madame Gorée, m'a dit maman en ôtant ses bottes. Elle n'a vu personne pendant les fêtes. Elle a réveillonné avec sa chienne. Elle lui a fait manger du chocolat. Pauvre vieille. C'était fichu pour cette fois. Et je n'allais pas dire à ma mère, tu vois maman, la chose du monde qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on aurait fini ces œufs-là. C'est que tu me laisses aller en chercher d'autres moi-même. Je ne veux pas un scooter, ni un micro-ordinateur, non. Je veux juste aller chercher les œufs chez madame Gorée. D'accord ? Elle se faisait suffisamment de soucis pour moi. Je n'allais pas lui donner à penser que son fils était en train de devenir fou. J'imaginais la conversation avec mon père le soir. Il tient absolument à aller chercher les œufs lui-même. Si, il m'a fait promettre. On devrait peut-être se décider à consulter un psychologue. Il ne restait plus qu'à consommer ces 24 œufs le plus rapidement possible. J'ai donc commencé à en manger 2 au petit déjeuner, et j'ai suggéré à maman de faire un soufflé. C'était un bon début. Je n'avais pas oublié les bonnes résolutions et la promesse faite avant Noël. Je me suis remis au travail avec frénésie. J'ai passé les dernières journées de vacances à bosser dans ma chambre, et dès la rentrée, je suis arrivée en cours avec les leçons sues sur le bout des doigts. Je poussais quelquefois le zèle jusqu'à lever la main pour les réciter. Je rendais le jour prévu des devoirs impeccables. Le prof d'histoire géo aurait pu poser une deuxième fois la question « Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'aurais pu lui répondre « Il se passe que j'attends qu'on ait fini nos œufs, monsieur. » C'est étonnant le nombre de vérités qu'on ne peut pas dire aux gens. Elles leur sembleraient tellement farfelues, le plus souvent. Alors on se tait, ou bien on se contente de dire ce qu'ils veulent entendre. Et la vie continue, compliquée de toutes ces choses tues, de tous ces petits mensonges, bien ordinaires. Une dizaine de jours plus tard, en fin d'après-midi, j'ai ouvert le frigo et constaté qu'il ne restait que 2 œufs. Enfin! J'ai enfilé mes bottes et j'ai traversé la cour de la mère Gorée. Il faisait nuit. J'ai pataugé dans la boue jusqu'à la fenêtre éclairée et j'ai tapé 3 petits coups à la vitre. Elle a ouvert au bout de la minute réglementaire. La pièce derrière elle était sombre. L'ampoule au plafond et l'abat-jour couvert de chure de mouches laissaient filtrer une lumière jaune sale. « Entrez, jeune homme, et bonne année, bonne santé. Bonne année à vous aussi, et à Nina. » Oh, la pauvre, elle est bien embarrassée. La chienne couchée près du poêle avait une collerette attachée aux épaules. Elle a une infection à l'oreille. Il faut pas qu'elle se gratte. Hein, ma grosse fille? Ça t'agace, hein? Eh oui, ça t'agace. Vous boirez bien la goutte pour le nouvel an. Sa goutte était une espèce de vin de noix qu'elle faisait elle-même. Maman y avait déjà eu droit 15 jours plus tôt. Elle est allée chercher la bouteille dans l'armoire, puis une boîte de gâteaux secs, ainsi que 2 minuscules verres à liqueur. On s'est assis. « Vous avez toujours vécu ici, dans cette maison, madame Gorée ?»« Ah non, c'était la ferme de mon mari. Enfin, de ses parents. J'y suis entrée une fois qu'on a été mariés, en février 1940. J'avais juste 20 ans. Eh oui, ça fait 50 ans. Avant, j'étais à notre ferme à nous, à 2 kilomètres d'ici. À l'époque, on se mariait jeune, et on n'allait pas chercher loin. Peut-être qu'on aurait dû. » Elle s'est mise à rire, et a poussé la boîte vers moi. « Prenez un gâteau sec, ça fait descendre. »« Et vous êtes plus dans la maison ?» Sa main s'est mise à volter devant ses yeux comme pour chasser des pensées importunes. C'est ainsi qu'elle m'avait dit de ne pas m'occuper de ça, à propos du chien. Oh là là, m'en parlez pas. Mon mari a été prisonnier tout de suite. Et je suis restée ici quelque temps avec les beaux-parents.
Et le beau-père. Pas commode, croyez-moi. Enfin, c'est du passé. Une douzaine? Oui, s'il vous plaît. Je lui ai tendu le carton à chaussures. Elle s'est levée et a disparu en claudiquant dans la chambrette. Vous avez passé de bonnes vacances? Elle haussait la voix pour se faire entendre de là-bas. La pile de journaux n'avait pas bougé. Il fallait faire vite. Mon cœur s'est mis à taper. Oui, très bonne. Mais on n'a pas eu beau temps. Je me suis agenouillée, j'ai tiré le second journal. J'ai replacé le premier exactement comme il était. La pile était haute. On ne voyait pas la différence. Oh, ici non plus. De la pluie. De la pluie. Pas le beau temps. Pas le beau temps du tout. J'ai caché le journal sous mon pull et je l'ai glissé en partie sous la ceinture pour être plus sûre. La chienne me regardait d'un œil triste. C'est vrai qu'elle était grasse comme une taupe. Je suis allée lui caresser la tête. Bonne chienne. Tu es une bonne chienne. Déjà, la mère Gorée revenait avec le carton rempli d'œufs. Et voilà notre affaire. J'ai failli ajouter en question. Parfois elle le disait, parfois non. J'ai remercié et je suis sortie. Comme j'étais au milieu de la cour, j'ai entendu que la porte se rouvrait derrière moi. Jeune homme! La voix était dure. Je tressaillis. Je pouvais encore partir, faire comme si je n'avais pas entendu. Sans doute qu'elle allait crier de plus en plus fort dans mon dos. Jeune homme! Jeune homme! Se mettre à hurler, peut-être. Et elle viendrait taper à notre porte. Mais si je me retournais maintenant, je savais à quoi m'attendre. Elle serait là, froide, immobile. Elle tendrait vers moi sa main aux ongles noirs et elle me dirait de sa voix rauque comme si c'était la voix d'une autre personne. Donne-moi le journal, petit merdeux. J'ai attendu quelques secondes dans le silence. Mes pensées allaient à une vitesse folle. Jusqu'à ce jour, j'avais déjà eu 2 apparitions. Comment appeler cela autrement? Et je ne les avais pas pressenties. La première, le chien à la grille, m'avait terrorisée par sa violence. La seconde, la petite sur la route, m'avait glacée. Mais dans les 2 cas, j'avais été surpris au moment où je m'y attendais le moins, où mon corps et mon esprit étaient paisibles. Et voilà que maintenant, j'étais capable de pressentir. Je savais que c'était maintenant la 3e fois. La 3e fois où, pour moi, le monde invisible cesserait un instant de l'être, où il allait s'exhiber dans toute son horreur, ou dans toute sa terrible beauté. Je me suis retournée, prêt à tout, presque sans peur, et j'ai fait face. La mère Gorée a éternué, et en essuyant sa bouche dans un immense mouchoir à carreaux, elle m'a lancé « Si vous voulez un lapin, j'en ai un beau, tout prêt à manger. Dites-le à votre maman. » J'ai caché le journal derrière les livres, sur la plus haute étagère de ma chambre, et je suis allée manger avec mes parents. J'ai eu l'impression que le repas n'en finissait plus. Aussitôt le yaourt avalé, j'ai dit que j'allais travailler. J'ai fermé la porte à clé, et j'ai étalé le journal sur le lit. L'éclaireur de l'Est. 8 décembre 1941. Chapitre 11. Le papier était jauni et friable, fragile. Ce journal était vieux d'un demi-siècle, et c'était émouvant de le tenir dans ses mains. La mère Gorée l'avait tenu dans les siennes, à l'époque, mais elle devait déjà être alors fraîche et douce, les mains d'une jeune femme de 20 ans. Est-ce qu'il faisait beau ce jour-là, ou bien est-ce qu'il neigeait? Le facteur qui l'avait apporté était-il à vélo? L'avait-il déposé devant la porte? Ou bien est-ce qu'il était entré et qu'on lui avait offert à boire? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de facteur du tout et que quelqu'un avait acheté ce journal à cause d'un événement particulier? Et lequel? 1941. C'était donc la guerre. Le journal ne comportait que 2 feuilles. Il n'y avait pas de gros titres, même à la une, mais une quantité d'articles imbriqués les uns dans les autres, suivant une mise en page compliquée. Pas de photos non plus. Quelques dessins humoristiques et c'est tout. J'ai commencé à lire au hasard. Conflit dans le Pacifique, l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise. L'attaque a été effectuée sans le moindre avertissement. Je me suis rappelé les cours d'histoire, les avions zéro des Japonais piquant comme des abeilles sur la base militaire américaine. La tempête de neige ralentit les opérations militaires en Russie. Ah oui,
L'armée de Hitler dans la neige, le siège de Stalingrad. J'avais vu un film en noir et blanc qui montrait cela. Un télégramme du maréchal Pétain au chancelier Hitler. Je prie votre Excellence d'agréer l'expression de mes condoléances personnelles pour les odieux attentats qui se sont renouvelés contre les membres de l'armée allemande d'occupation. Un peu plus loin, on vantait un fortifiant, le végétal Richlet, qui remplaçait avantageusement l'huile de foie de morue. Il n'est plus nécessaire d'écœurer nos enfants, disait-on. J'ai ouvert le journal pour découvrir les pages centrales et mes yeux sont tombés tout de suite sur le trou. Quelques lignes avaient été découpées. Cela faisait une fenêtre dans la page de droite au milieu d'une rubrique intitulée « Faits divers ». Une femme avait été prise à voler du pain dans un dépôt. Un homme avait dérobé des outils sur un chantier à Reims. Un autre avait été agressé dans la rue et laissé pour mort. Sans cesse, mes yeux revenaient aux quelques lignes manquantes. Quelqu'un les avait découpées. La mère Gorée elle-même? Est-ce qu'elle en avait découpé d'autres? Les avait-elle toujours? Il n'était pas question d'aller chipper l'un après l'autre tous les journaux de sa pile. Surtout si c'était pour me casser le nez sur ces petits centimètres carrés de vide. Pas question non plus d'aller fouiller dans ses tiroirs et ses boîtes à chaussures. Je connaissais une autre solution, simple et efficace. Le lendemain matin, maman m'a déposée devant le collège à 9h moins 10. « Travaille bien, je te récupère à 5h. » J'ai fait quelques pas en direction de la grille pendant qu'elle manœuvrait pour repartir et j'ai tourné les talons. Le premier type qui m'a pris en stop, un moustachu taciturne dans une camionnette, n'a pas posé de questions. Il m'a fait faire une trentaine de kilomètres et m'a laissé à un rond-point à la sortie d'un village. Le second a paru plus soupçonneux. Le genre père de famille qui a bien sûr un garçon de mon âge et je pourrais être son fils et blablabla. Pas d'école aujourd'hui? Je ne sais plus ce que j'ai bredouillé. En arrivant dans les faubourgs de Reims, il m'a demandé où j'allais dans la ville. Au journal L'Éclaireur de l'Est. Ah, il s'est mis à rire. L'Éclaireur de l'Est? Il y a presque 50 ans que ça n'existe plus. Ça s'appelle l'Union aujourd'hui. Je t'y dépose si tu veux. Tu as de la chance, je passe devant. À l'accueil, on m'a expliqué que je n'étais pas à la bonne adresse. Si je voulais consulter les anciens journaux, je devais me rendre aux archives municipales, et ce n'était pas là du tout. Effectivement, ce n'était pas là du tout. J'ai dû demander au moins 10 fois ma route, et quand je suis arrivée à ces fameuses archives, il était 11h passées, et j'avais la plante des pieds qui me brûlait. Par chance, il ne fermait pas à midi. J'ai expliqué à la jeune femme de l'accueil ce que je souhaitais, rempli une fiche et attendu à une grande table de travail. Au bout de quelques minutes, un type rabougri a déposé devant moi 2 énormes registres. L'Éclaireur de l'Est, juillet 1941, décembre 1941. L'Éclaireur de l'Est, janvier 1942, juin 1942. J'ai ouvert le premier et cherché la date du 8 décembre 1941. Pearl Harbor, le front russe, c'était bien le même journal que celui de la mère Gorée. J'ai tourné la page et j'ai cherché le cœur battant les 3 lignes que j'essayais en vain d'imaginer depuis la veille et pour lesquelles je venais de faire l'école buissonnière pour la première fois de ma vie. Parfois, on lit quelque chose et l'esprit est ailleurs. Il faut y revenir à plusieurs reprises. Les yeux survolent les mots sans en saisir le sens. Et puis, il est des occasions où l'œil est tellement avide qu'on pourrait engloutir une page entière en quelques secondes et se la rappeler pour toujours. Je les ai donc lues, ces 3 lignes, avidement, et elles disaient ceci. La Goupil, près de C. Arrestation. Le docteur E a été appréhendé à son domicile. On a dû abattre le chien qui empêchait l'accès à la maison. C'était tout. Je suis restée perplexe un instant. Qui était ce on? Puis, je me suis mis à la lecture des journaux suivants, toujours à la rubrique des faits divers. En vain. Des accidents domestiques, des agressions, des vols de charbon ou de pain, en rapport bien sûr avec la pénurie et les restrictions, mais aucun rappel de l'affaire de la Goupil. Chaque semaine, une rubrique rapportait les décisions du tribunal correctionnel. À tout hasard, j'ai épluché cela aussi, sans succès.
J'arrivais au bout du 2e registre quand mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était l'exemplaire du 26 juin 1942. La Goupil, près de C. Une fillette de 4 ans retrouvée morte dans un grenier. Ses parents l'y avaient abandonnée. La salle de consultation des archives était vide. La jeune femme de l'accueil était sortie un instant. Le type rabougri n'était pas reparu. Rien que les objets. La table, les chaises, les dictionnaires sur des étagères au mur, le silence et une voix très douce à l'intérieur de moi. « Tu as voulu savoir ? Et maintenant, tu sais. Ça te plaît ? Tu es un petit garçon bien curieux. Bienvenue dans le monde des choses qui sont derrière les choses. N'aie pas peur, c'est juste un peu terrifiant au début. Cherche. Cherche encore. » Pendant quelques minutes, je suis restée dans le plus grand désarroi. Que faire ? Refermer le registre et m'enfuir en courant ? Décider que tout cela n'avait pas existé ? J'avais poussé par hasard une porte interdite à laquelle il ne fallait pas toucher, au-delà de laquelle tout vacille. Je pouvais encore claquer cette porte, recommencer à vivre comme avant, quand tout était si incroyablement simple et clair. Les yeux me brûlaient d'avoir trop lu. Je me sentais faible de ne rien avoir mangé depuis le matin. La jeune femme de l'accueil est revenue entre-temps. « Vous trouvez votre bonheur ?» Mon bonheur ? Je me suis levée, j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie. Il avait neigé au début de l'après-midi, la rue était blanche, les voitures roulaient au pas. J'ai regardé ma montre et j'ai sursauté. Il était 3 heures déjà. Il me faudrait beaucoup de chance pour être de retour avant 5 heures au collège. Chapitre 12. Notre prof d'histoire géo s'appelait Monsieur Tournaire. Il y a des gens qui portent sur eux leur gentillesse. Et il faisait partie de ces gens-là. Elle était dans ses yeux rieurs, dans son sourire, jusque dans sa démarche trotte-menu. Quand il vous regardait, c'était un vrai regard, attentif et bienveillant. Je crois aussi que je lui étais reconnaissant de son « Qu'est-ce qui se passe ?» sur mon bulletin de notes. Cela lui ressemblait. Il n'y avait là aucune agressivité, aucune colère, seulement une interrogation. Il avait largement dépassé la 50aine, et je ne dis pas que ses cours étaient pétaradants d'énergie. Je me souviens même qu'on y somnolait pas mal. Mais personne n'aurait songé à y semer la pagaille. On le respectait d'instinct, comme s'il avait été notre grand-père ou un vieil oncle qu'on aurait bien aimé. D'ailleurs, il avait échappé au surnom. C'était Monsieur Tournaire. Et c'est tout. À la mi-février, je me suis armée de courage. C'était le dernier cours de la journée. J'ai attendu que tout le monde soit sorti et je me suis avancée vers son bureau. « Monsieur Tournaire, est-ce que je peux vous poser une question ?» L'idée me trottait dans la tête depuis plusieurs semaines. Sans doute parce qu'il était originaire de la région, contrairement à la majorité des autres profs venus des 4 coins de la France. Sans doute aussi parce qu'un jour, un de ses collègues avait laissé échapper devant nous « Monsieur Tournaire !»« Oh, mais c'est un puits de science !» C'était dit sans ironie, et j'en avais été impressionnée. Les réputations se font très vite, et dès ce jour-là, à notre sympathie pour Monsieur Tournaire, on avait ajouté une bonne dose d'admiration. « Mais bien sûr, dis-moi !» Il rangeait tranquillement ses affaires dans son vieux cartable de cuir et me guettait du coin de l'œil. « Voilà. J'habite à un mot à 10 kilomètres d'ici. La Goupil, ça s'appelle. Et en 1941, il paraît que... Ah, l'affaire Epstein. La petite Amy et son chien. C'est tombé comme ça. J'en suis restée muet. C'est ce que tu veux dire ? L'affaire Epstein. Oui, oui, la petite Amy et son chien qui s'appelait... Boule, j'ai murmuré. C'est la première fois que je disais à haute voix le nom du chien. Depuis l'apparition fantomatique sur la route, il avait résonné longtemps dans ma tête, ce nom, avec l'intonation exacte qui avait mis la petite fille en appelant « Boule !» C'était un ton de réprimande. « Pourquoi est-ce que tu n'es pas là à côté de moi alors que je m'ennuie ?» Et en même temps, c'était infiniment affectueux. Un drôle de mélange. C'était curieux qu'un chien adulte, aussi fort,
porte un nom comme ça. Il devait sans doute lui convenir quand il n'était encore qu'un chiot dans sa panière, avec un ventre soigneux et grassouillé. Et puis ça lui était resté. Comme ces grandes personnes qui sont devenues avocats ou ministres et que leurs amis continuent à appeler Tintin ou Pierrot. Oui, c'est ça, Boule. Mais dis-moi, où est-ce que tu as pêché ça? Son geste pour nouer son écharpe est resté en suspens. Visiblement, il n'en revenait pas que je puisse connaître le nom du chien. J'ai menti. C'est notre voisine, une vieille dame, qui m'en a parlé. Ça le rendait apparemment rêveur. Ça alors? Eh bien, tu peux dire que tu as de la chance. Parce que des gens qui veulent parler de ça, même 50 ans après, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout pas les gens du patelin. Et qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus puisqu'on t'a tout raconté? Tout raconté, non. La vieille dame n'a pas toute sa tête et j'ai un peu de mal à suivre. Et ça t'intéresse tant que ça, de savoir? J'aimerais bien. La maison où c'est arrivé est juste à côté de la nôtre et ça me plairait de savoir, juste comme ça. Bon, alors écoute-moi. Je n'ai plus le temps aujourd'hui, mais si tu es assez, un mercredi après-midi, par exemple, passe me voir. Je te parlerai de cette histoire. Tiens, j'habite là. Il a griffonné son adresse sur une page de son calepin et me l'a tendue. Allez, file, sinon tu vas rater ton quart. En sortant de la salle de classe, je l'ai entendu qui se répétait à lui-même d'une voix amusée. Boule, ouais, c'est bien ça, Boule. Dès le mercredi suivant, je sonnais à sa porte. C'était une maison de briques, à la sortie du bourg. Une jolie femme m'a ouvert, souriante. J'imagine que tu es Olivier? Entre! Une minute plus tard, j'étais dans le bureau. Je crois que je n'avais jamais vu autant de livres, de revues et de journaux dans un aussi petit espace. Il restait à peine la place de s'asseoir à deux. Il s'est mis à me parler tout en furetant dans les rayons. Figure-toi que je me suis beaucoup intéressée à la Seconde Guerre mondiale, et en particulier à l'occupation. J'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. C'est un truc qu'il faut écrire pour être prof, bref. Et ce qui m'a le plus fasciné dans cette période, c'est justement la délation. Tu sais ce que c'est, la délation? C'est dénoncer, voilà, c'est dénoncer. Ça commence quand on est tout petit, tu connais ça. C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Jusque-là, c'est pas très grave. L'enfant qui fait ça pense que c'est justice, tout simplement. Puis on grandit. Si on a un peu de sens moral, on sent bien que ce n'est pas quelque chose de très joli. Alors on ne le fait plus. Enfin, on ne devrait plus le faire. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à y trouver un sale plaisir. Alors, si en plus la situation s'y prête, et qu'on les y encourage, attends un peu que je retrouve tout ça. Ah, voilà. Il a posé sur le bureau une chemise en carton et l'a ouverte. Regarde. Il y a là une 50aine de photocopies, de lettres, qui datent des années 1940-1941. La plupart sont anonymes, ou bien signées de noms d'emprunt. Elles étaient adressées à la gendarmerie locale, ou bien au commissariat général des affaires juives, ou même directement à la commandanture, c'est-à-dire à la Gestapo. On estime qu'il y en a eu entre 3 et 4 millions. Oui, des millions de gens comme toi et moi ont pris leur plume un soir pour faire arrêter leurs voisins, leurs collègues de travail, ou même un membre de leur famille. C'est arrivé. On dénonçait les communistes, les gaullistes et surtout les juifs. La plupart des lettres étaient illisibles à mes yeux. Je n'arrivais pas à en déchiffrer le quart. Dans une période comme celle-là, la délation était un véritable assassinat. On pouvait envoyer des gens à la mort, aussi sûrement qu'en leur tirant une balle dans le dos. La famille Epstein était juive, bien sûr. Le père était un médecin renommé à Paris. Il a été dénoncé par un collègue jaloux, mais avant qu'on l'arrête, il a pu se réfugier ici avec sa femme et la petite Amy qui avait 4 ans à l'époque. Cette maison voisine de la tienne leur appartenait. Et ils venaient en vacances l'été et même parfois le week-end en cours d'année. Paris n'était pas si loin, même avant les autoroutes. Je crois qu'ils y sont restés 3 mois environ. Avant,
que quelqu'un du hameau ne les dénonce à son tour. On n'a jamais su qui. Epstein et sa femme ont été embarqués un matin de décembre dans une de ces voitures grises de la Gestapo, et ils étaient dans le premier train qui a quitté Compiègne pour Auschwitz, en mars 1942. Ils sont morts tous les deux en déportation. Le père, de pneumonie, au milieu de l'année 43, et la mère, juste avant la libération du camp, en 45. Je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés le matin où on les a arrêtés, à la Goupil, mais ils avaient réussi à cacher la petite dans le grenier. Les Allemands ne l'ont pas trouvée. Par contre, ils ont tiré sur le chien qui défendait ses maîtres, bien sûr. Bref, quand la voiture a disparu, il ne restait dans la maison qu'une petite fille terrorisée, dans le grenier, et un chien avec une balle dans le ventre. Et c'est là que le plus terrible est arrivé. Parce que, tu comprends, j'ai eu l'impression que les yeux de M. Tournaire s'embuaient. Tu sais, j'ai honte de le dire. Et pourtant, je n'y suis pour rien. Mais c'est tellement ignoble. Personne ne leur a porté secours. Je ne comprenais pas. Vous voulez dire qu'on les a laissés comme ça, dans la maison, longtemps? On les y a laissés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils meurent. Elle de faim ou de froid, et lui de sa blessure. Personne n'a bougé. Mon père était gendarme à l'époque. Il était là quand on a investi la maison au début de l'été suivant. Aux premières chaleurs, des voisins s'étaient plaints de l'odeur. On a trouvé les 2 cadavres au grenier. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas ce qu'on a fait du chien. On a mis la petite à la fosse commune. Voilà. Tu vois, l'histoire, ce n'est pas seulement des dates et des leçons à apprendre. Chapitre 13. Les questions se pressaient à mes lèvres, mais je n'arrivais pas à articuler. Monsieur Tournaire a ouvert un tiroir et en a tiré une feuille. Tiens, je l'ai mise de côté pour toi. C'est une copie de la lettre qui a envoyé Epstein et sa femme à Auschwitz. Tu pourras admirer le style. C'était tapé à la machine et anonyme, bien sûr. Monsieur le commissaire général, je me permets d'attirer votre attention sur l'individu juif étranger qui habite le village de la G, près de C. Maison avec la grille, si vous voulez savoir. Se dénommait Epstein, de race Youpine, et réfugié de Paris. Soi-disant docteur en médecine. Il faut les majuscules quand on voit pourquoi il se prend. Il exerce illégalement son métier puisqu'il y a interdiction pour cette race. Ou je me trompe? En plus, cet individu se fait payer par cadeau en matière, et en plus, encore lui et sa femme n'ont pas fait leur déclaration de juifs. Alors, avec l'espoir que votre haute autorité nous débarrassera de cette engeance. Fait le 16 novembre 41 à, illisible, signature, illisible. Au bas de la page, l'auteur avait rajouté à la main, sans doute au dernier moment, « Attention au cabot ». J'étais sidérée. Mais c'est impossible. On ne pouvait pas prendre au sérieux une lettre pareille. Monsieur Tournaire m'a regardé avec attendrissement. J'étais bien naïf à ses yeux. Comment ça, une lettre pareille? Elle est parfaite, cette lettre. Qui pourrait y trouver la moindre erreur? Tout y est rigoureusement exact, vérifiable. Oui, Epstein était juif. Oui, il avait obligation de le déclarer et il ne l'a pas fait. Oui, il était réfugié de Paris. Vrai aussi qu'il n'avait plus le droit d'exercer son métier. Et certainement vrai encore qu'il a dû continuer à le faire contre des cadeaux en nature. Vrai. Tout est vrai. Voilà une personne qui demande simplement qu'on applique la loi. Je ne savais plus quoi dire. Je me sentais vaincue, écrasée par quelque chose d'insupportable. Dans cette lettre, il était question de Youpin. Mais dans les autres, j'avais lu des mots aussi terribles. Pouillerie, race dégénérée, salangeance, youtre. Ceux qui les avaient écrits dégoulinaient de haine. Une haine viscérale, presque animale. Est-ce qu'ils se rendaient compte des conséquences de leur dénonciation? Oui,
puisque certaines lettres se terminaient par des apostrophes haineuses comme « À quoi servent les camps ?» Comme tu vois, l'auteur de la lettre n'a pas mentionné la petite Amy. Est-ce qu'il a simplement oublié de le faire, ou bien est-ce qu'il ignorait son existence? En tout cas, ça a évité à la gosse de partir en déportation avec ses parents. Au lieu de quoi, elle est morte toute seule avec son chien dans ce grenier. Mais pourquoi est-ce que les gens ne les ont pas secourus? Ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais ils ont bien vu qu'on emmenait seulement les parents dans la voiture de la Gestapo. Ils devaient tous être derrière leurs fenêtres à regarder. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Mais puisque les Allemands ont tiré sur le chien, ils ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Mais le chien devait bien aboyer ensuite, ou gémir. Il n'a pas aboyé, c'est ce que les gens ont dit. Et la petite, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas redescendue du grenier une fois que les Allemands ont été partis? Sans doute qu'elle a eu peur, et c'est d'imaginer. J'essayais d'imaginer. J'imaginais le père tirant la petite fille du lit quand il a entendu les pneus crisser sur le gravier et la portant endormie dans ses bras jusqu'au grenier. Il a dû la cacher sous des couvertures ou sous des cartons. Ou bien peut-être s'est-elle réveillée et il a fallu lui expliquer. « Écoute-moi bien, mon petit amour. Les messieurs qui arrivent sont méchants. Alors il faut que tu restes ici, que tu ne pleures pas. Surtout que tu ne pleures pas, tu m'entends? Que tu ne fasses aucun bruit. D'accord? Tu es une grande fille. Tu peux faire ça, hein? On va se débrouiller avec eux. Je te supplie de ne pas pleurer. Peut-être qu'on va partir, mais on reviendra te chercher. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais surtout reste ici sous les couvertures, mon amour. Et ne fais pas de bruit. Je t'aime. Tu es mon grand amour. » Il l'a encore embrassée et il est redescendu en courant. En bas, sa femme faisait disparaître les jouets et tout ce qui pouvait indiquer qu'il y avait là un enfant. Ou peut-être était-ce elle qui avait caché la petite. Comment savoir? Sans doute que le chien faisait rage à la grille pendant ce temps. Et puis il y a eu le coup de feu, les gémissements du chien blessé, les coups à la porte, les éclats de voix. Est-ce qu'on leur a donné 3 minutes ou 10 pour se préparer et prendre ce qu'ils voulaient emporter? De peur que la petite ne se mette à pleurer, ils sont sans doute partis comme ça, sans rien, le plus vite possible. Ils ont quitté le plus vite possible leur petite fille de 4 ans en sachant qu'ils ne la reverraient jamais. Enfin, le départ dans la voiture, le silence retrouvé, le chien qui se traîne dans l'escalier et qui rejoint la fillette au grenier. Et pour les deux, le début de la lente agonie. J'essayais d'imaginer. J'y arrivais. Chapitre 14. Mon bulletin du second trimestre a été désastreux. Je n'avais plus une seule note au-dessus de la moyenne, sauf en histoire géo, où je tâchais de faire encore bonne figure pour monsieur Tournaire. Les zéros pour devoirs non rendus ou leçons non apprises abondaient. On aurait pu en faire des colliers. Je crois qu'à ce moment-là, mes parents ont tiré un trait sur cette année scolaire. J'avais 1 an d'avance, comme on dit. Eh bien, voilà une bonne occasion d'utiliser mon joker, plaisantait mon père. On allait rentrer à S, dans quelques mois. J'y retrouverai l'équilibre et la joie de vivre. Je redoublerai ma 3e, et alors? Ce n'était quand même pas un drame. Dans 10 ans, tout cela paraîtrait bien anecdotique. Il continuait à se sentir coupable de ce qui m'arrivait, c'était clair. Maman paraissait plus inquiète. Les mauvais résultats scolaires ne la tracassaient pas plus que ça. En revanche, elle me trouvait absent, triste, pas bien du tout. Et je voyais à quel point elle en était malheureuse. Elle faisait des efforts démesurés pour mettre de la bonne humeur dans la maison, me proposait 1000 choses qui, en d'autres temps, m'auraient emballé. Un week-end à Paris, des sorties, des spectacles, des balades comme celles qu'on avait faites en septembre et qui me paraissaient maintenant si loin. J'essayais d'y répondre, mais le cœur n'y était pas. En réalité, je n'avais qu'un désir. Qu'on me laisse tranquille. Mais je n'avais pas la cruauté de le lui dire. Au fil des mois, je lui avais échappé. J'avais échappé à tout le monde, à mon père,
aux gens du collège, tous confondus. J'étais dans une prison de solitude. Et la seule façon d'en sortir aurait été de parler. De dire à quelqu'un le secret qui m'écrasait. Mais il était devenu trop intime. Et j'avais la certitude que personne ne pouvait l'entendre. Pendant cette période, je me réfugiais auprès de Jérôme. S'il n'avait pas été là, je serais peut-être devenu fou. J'étais obsédée par le chien, par la petite Amy, par la lettre dont M. Tournaire m'avait laissé une copie, et que je relisais jusqu'à l'écœurement. Est-ce que la personne qui l'avait écrite était encore vivante? Les 3 mots rajoutés au bas de la page, attention au cabot, étaient de sa main. Est-ce que quelqu'un avait jamais essayé de savoir, d'enquêter? Sans doute non. Les Epstein n'avaient ici ni amis, ni famille. L'auteur de la dénonciation n'avait pas à craindre de représailles. Il s'était attaqué aux faibles, parmi les faibles, avec la certitude de l'impunité. Comment pouvait-on être aussi lâche? Comment avait-il pu continuer à vivre après cela? Le calcul était simple. En admettant qu'il avait eu entre 20 et 40 ans au moment des faits, il en aurait eu maintenant entre 70 et 90. Et il était donc plus que probable qu'il repose paisiblement au cimetière, avec en prime des fleurs, à la Toussaint et les prières émues de la famille. Et s'il était encore en vie, est-ce que j'allais rendre visite à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, domiciliées en 1941, dans la commune, et leur demander, la bouche en cœur, « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous écrire ceci? Attention au cabot. » Voilà. Parfait. Et maintenant, la même chose, mais de la main gauche, au cas où vous auriez voulu déguiser votre écriture il y a 50 ans. Je me posais d'autres questions à propos de la lettre. Celui ou celle qui l'avait tapée était une personne sans culture. Le style et les fautes d'orthographe l'attestaient. Pourtant, il y avait une machine à écrire. Il ne devait pas y en avoir dans toutes les maisons en 1941. Est-ce que j'avais une chance de trouver la vérité si je me mettais à la chercher? Et si, par miracle, j'arrivais à identifier cette personne, à qui en aurais-je parlé? J'avais 13 ans. On m'aurait ri au nez en me priant de bien vouloir m'occuper de mes oignons. Mais il était une question plus bouleversante que je me posais sans cesse. Est-ce que la petite Amy et son chien attendaient quelque chose de moi? Un jour de mars, j'avais à nouveau séché les cours, et j'étais allée à la bibliothèque municipale de Reims. J'y avais consulté plusieurs livres consacrés aux fantômes, aux apparitions, aux revenants. Dans tous, on affirmait que s'ils revenaient, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas trouver la paix. À cela, beaucoup de raisons, mais une des plus répandues, d'après les auteurs, était la suivante. Le revenant vient demander qu'on lui rende justice. Et il peut passer des siècles à hanter des lieux où on l'a outragé. Le temps ne compte plus. Certains fantômes sont agressifs et cherchent à terroriser. D'autres n'imposent qu'une douce présence, comme un rappel à la mémoire. Je pensais à la petite Amy blottie contre le ventre de son chien sur la route, et je me sentais pour elle une affection de grand frère. Est-ce qu'elle attendait de moi que je leur rende justice, à elle et à son chien Boule, afin qu'ils trouvent enfin la paix éternelle, après toute cette souffrance? Et si c'était le cas, que devais-je faire? Rendre justice, réparer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Comment défaire ce qui était arrivé? Comment changer le cours d'événements vieux d'un demi-siècle? J'imaginais comment le drame aurait pu ne pas arriver. Le dénonciateur n'aurait pas écrit la lettre, ou bien elle n'aurait pas été distribuée. Monsieur Tournaire m'avait expliqué que des facteurs résistants détruisaient tout le courrier adressé à la Gestapo qui leur tombait entre les mains. Ou bien quelqu'un aurait prévenu les Epstein. Ils se seraient enfuis à temps. Quelqu'un? Moi? Je les voyais charger leur voiture en silence la nuit, y faire monter le chien à l'arrière. Madame Epstein m'aurait embrassé les mains. Merci, mon garçon, merci 1000 fois. Et toi, Amy, dis aussi merci à Olivier, tu deviendras grande un jour, et ce sera grâce à lui. Le père m'aurait embrassé aussi, et puis je les aurais regardés partir sur la route. À force d'imaginer tous ces scénarios, je les voyais en noir et blanc,
comme sur les photos anciennes. Il devenait si réel que je retrouvais espoir, et j'en étais presque à choisir lequel j'allais appliquer pour sauver Amy et son chien. Et puis la réalité s'abattait sur moi et je me laissais décourager. J'étais en train de perdre la tête, et je commençais à avoir peur de moi-même. Début avril, il y a eu une visite médicale au collège. On s'est aperçu que j'avais perdu 4 kilos. Je me suis donc retrouvée devant un médecin spécialiste des maladies nerveuses. Après un entretien d'1 heure, il a diagnostiqué un état d'angoisse qui n'avait encore rien d'alarmant, mais qu'il allait falloir surveiller. Quand il a prescrit des fortifiants, j'ai pensé au végétal Richelieu. Il n'est plus nécessaire d'écœurer vos enfants. Je me suis mis à rire, sans pouvoir m'en empêcher. Maman, qui était à côté de moi, m'a jeté un regard pitoyable. Cette fois, elle devait craindre pour ma santé mentale. J'ai revu Amy et son chien 2 fois dans ce mois d'avril. D'abord dans le parc de leur maison, un soir de pluie. Ils étaient parfaitement immobiles, l'un et l'autre. Elle, debout dans l'herbe, éternelle poupée de chiffon pendant au bout de son bras. Lui, assis à son côté. Ils se tenaient comme s'ils avaient attendu quelque chose. La pluie ne les mouillait pas. Je n'ai pas eu peur. Je me suis avancée jusqu'à la grille et je les ai regardés longtemps. À un moment, ils n'ont plus été là. Une semaine plus tard, mon père a acheté une voiture neuve. C'était la première fois. On était habitués aux occasions. Et maman, par plaisanterie, a voulu immortaliser ce jour historique. Elle nous a fait poser fièrement à côté de la Renault. Mon père bombait le torse et en rajoutait, comme toujours, pour nous faire rire. « Attends, je vais chercher un cigare, ça fera plus riche. » À l'instant, au moment où on faisait la photo, la petite a surgi de nulle part. Elle est venue s'ajouter à nous. Elle a fait une grimace vers l'objectif en agitant ses mains à la hauteur de ses oreilles, et elle a filé, espiègle et malicieuse. Elle riait de bon cœur comme les enfants qui jubilent en faisant quelque chose d'interdit. Cela avait duré 5 secondes, à peine. Les parents ne l'ont pas vu, pas plus qu'ils n'avaient entendu le chien le soir de l'attaque à la grille. Et sur le cliché, bien sûr, il n'y a eu que mon père et moi. Pas de trace d'une quelconque petite fille. Ce jour-là, j'ai compris définitivement qu'Amy et Boule apparaissaient pour moi, que c'était de moi qu'ils attendaient une aide. Mais que faire? J'en étais là de mon désarroi quand un soir, maman m'a dit de passer voir madame Goret si je voulais bien. On n'avait pas besoin d'eux, mais sa chienne était en train de mourir, et ce serait bien d'aller lui tenir un peu compagnie. Chapitre 15. La chienne était couchée sur le côté contre le poêle. Il faisait chaud dans la pièce. Madame Gorel l'avait tout de même recouverte d'une vieille veste de laine. Seule dépassée, la tête fatiguée. Elle reposait comme une personne. J'ai pas pu la monter là-haut la nuit dernière. Elle a mal quand je la bouge. Alors je suis restée avec elle. Hein, ma grosse fille? Par contre, elle a bien bu ce matin. Un pain-bol. Mais pour manger, ça non. Rien à faire. Ah, c'est bête. On s'y attache. Quand on n'a plus que ça compte. Vous en avez pas, vous? Oh, vous avez bien raison. Ça fait trop mal quand ça part. Bien trop mal. J'ai bien mon fils, mais pour ce qu'il vient me voir, ça compte pas. Et en plus, il est en déplacement. Si elle passe ces jours-ci, je pourrais même pas creuser le trou. J'ai pas la force. Je vaux pas mieux qu'elle maintenant. Et elle s'est mise à pleurer. Elle n'avait pas de larmes. C'était un petit gémissement qu'elle étouffait dans son mouchoir. J'ai failli dire « Je vous aiderai, je creuserai le trou, moi !» Mais je n'ai pas osé. J'ai essayé de la réconforter. Peut-être que Nina allait guérir. Il ne fallait pas se décourager. Parfois, on est surpris de voir comme les bêtes peuvent récupérer. Si elle avait bu le matin, c'était bon signe, très bon signe. Je disais n'importe quoi, et je m'en rendais compte. Je savais bien que la chienne allait mourir. Sans doute que la vieille madame Goret, à ce moment-là, n'avait pas besoin qu'on lui mente. Ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre de moi. Alors je me suis tue.
et après un silence troublé seulement par la respiration de la vieille chienne malade, je lui ai dit doucement: « Je vous aiderai si vous voulez. Je creuserai le trou. Vous n'aurez qu'à m'appeler. » Dans les semaines qui ont suivi, l'obsession d'entrer dans la maison des Epstein m'est revenue. J'ai failli le faire à l'automne, quand Amy et le chien m'étaient apparus sur la route. Mais depuis, je ne l'avais plus envisagé. Je ne m'attendais pas à y trouver quoi que ce soit. Je me doutais bien que la maison laissée ouverte après l'arrestation en 1941 avait été dépouillée de tous les objets de valeur. Il ne fallait pas se faire d'illusions sur la nature humaine. On s'était servi sans scrupule, jusqu'au jour où quelqu'un avait barricadé portes et fenêtres. Alors, la maison s'était endormie dans le silence, peuplée de ces fantômes, et on avait oublié le nom même de ceux qui avaient vécu là. J'ai réussi à y entrer un après-midi où ma mère était absente. C'était au début du mois de juin. J'ai repris le canif de la première fois et une lampe de poche. Le mur d'enceinte derrière la maison n'était pas très haut. J'ai grimpé sur un bidon métallique qui traînait là et je l'ai escaladé. De là-haut, j'ai découvert le parc envahi de ronces, d'orties et de broussailles. Sans doute qu'autrefois il y avait eu ici un gazon bien entretenu. Est-ce qu'Amy y sautait à la corde? Est-ce qu'elle y faisait de la balançoire? L'arrière de la maison offrait un aspect bien plus délabré que la façade. Une partie de la toiture était crevée. À ce même endroit, un arbre tordu avait fait écrouler la maçonnerie. Je me suis frayé un chemin jusque-là, et je me suis servi de l'arbre comme d'une échelle. En quelques secondes, j'étais dans les murs, surpris de tant de facilité. Je me trouvais là où avait dû être la cuisine. On devinait l'emplacement de la cheminée. Une porte disjointe donnait sur la salle à manger. Je l'ai poussée. Comme je l'avais prévu, rien n'avait échappé au pillard. Pas une table, ni une chaise. On avait emporté jusqu'au carrelage dont il ne restait que quelques morceaux entassés dans un coin. Il y avait d'autres pièces sur les côtés. Des chambres? Un bureau? J'y entrerai plus tard. Déjà, je ne voyais plus que l'escalier sombre et étroit qui allait au grenier. L'escalier que M. Epstein avait gravi au petit matin avec sa fillette dans les bras 50 ans plus tôt. Dors, ma petite fille. Ne te réveille pas, je t'en prie. Boule aboie parce qu'une voiture passe, c'est tout. N'aie pas peur. Ferme les yeux. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai monté les marches grinçantes. Ma tête a buté contre quelque chose. Une trappe. Il y avait donc une trappe. Je ne l'avais jamais imaginée jusque-là. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle résistait, et il a fallu un bon coup d'épaule pour qu'elle cède. Le grenier était faiblement éclairé par une lucarne restée à demi ouverte. L'armature en était rouillée, la vitre opaque de crasse. Je l'ai poussée, et un rayon de soleil a dessiné une colonne de lumière où la poussière s'est mise à danser. Tandis que je faisais cela, une drôle de pensée m'est venue. Est-ce que par hasard... Je suis revenue à la trappe et je l'ai laissée retomber, puis j'ai essayé de l'ouvrir à nouveau. Le bois avait dû gonfler. Il fallait y mettre les 2 bras et s'arc-bouter. J'ai recommencé 3 fois. 3 fois ce fut le même effort. Et en admettant qu'à l'époque cette trappe ait fonctionné normalement, est-ce qu'elle n'était pas terriblement lourde? Il m'est venu la certitude qu'Amy n'était pas restée terrée dans ce grenier à cause de la peur d'en sortir. Non. Cela, j'avais toujours eu du mal à le croire. Elle serait restée paralysée par la terreur le reste de la nuit, puis le jour qui a suivi, peut-être encore une nuit. Mais ensuite, elle se serait aventurée en bas, elle serait allée à la grille, on l'aurait vue. Non, elle n'était pas morte de son plein gré dans ce grenier. Elle y était morte parce qu'elle était une fillette de 4 ans et qu'elle n'avait pas eu la force d'ouvrir la trappe. On va jouer à dormir ici, cachée sous une couverture. D'accord? On va faire une farce à maman. Ne pleure pas. Tu entends comme Boule est en colère? C'est un vilain. L'espace était plus réduit que je ne l'aurais cru. En réalité, il n'y avait guère plus de 20 mètres carrés. Vide. Pas de plafond, mais les poutres noires de la charpente auxquelles s'accrochaient tête en bas quelques minuscules chauves-souris. Je me suis avancée d'instinct vers le coin le plus sombre. Regarde, je vais te cacher là, sous ces cartons.
Surtout, ne fais pas de bruit, je t'en supplie. Une large tache sombre se dessinait sur le sol. Je me suis accroupie. Le chien? Est-ce qu'il s'était finalement couché ici, près de la petite, et qu'il s'y était lentement vidé de son sang? Tout près de là, contre la dernière poutre, à ras du plancher, une lame de parquet manquait. Cela faisait comme une longue et étroite cachette. J'y ai dirigé ma lampe, et j'ai vu tout de suite. La poupée. Le corps était un gros ventre de chiffon. Sur la tête ronde, quelqu'un, Madame Epstein, avait cousu des cheveux de laine noire. Noirs comme ceux d'Amy. Les jambes et les bras étaient grossièrement figurés par de simples boules de tissu. Sans doute qu'elles avaient été pleines au début, mais à force de les sucer et de les mordre, la petite les avait réduites à des poches vides et flasques. Peut-être qu'on avait essayé de la lui faire abandonner. Amy, il faut que tu laisses cette poupée maintenant. Elle est dégoûtante. On va t'en acheter une autre, bien plus belle. D'accord? Peine perdue, bien sûr. Elle n'avait pas cédé, et elle avait eu raison. Elle avait eu raison parce qu'une fois le chien mort, dans le froid et la solitude de ce grenier, ces quelques grammes de tissu avaient dû être pour elle le seul refuge contre la souffrance et le désespoir. J'ai pris la poupée dans ma main, et c'est à ce moment-là que les pneus ont crissé sur le gravier. Je me suis précipitée vers la lucarne et j'ai regardé dehors. D'abord j'ai pensé que je devenais fou. C'était le petit matin dans notre rue. Notre rue. Comment avais-je fait pour la reconnaître? Ce n'était qu'un chemin de terre. Il y manquait toutes les villas que je connaissais, et tous les arbres aussi. À leur place s'étendait une mosaïque de prés et de champs qui se perdaient dans la brume. La ferme Gorée était bien là, elle, identique à elle-même, sauf l'énorme tas de fumier qui trônait dans la cour. Je ne voyais pas la voiture garée devant la maison. Des portières ont claqué. Le chien s'est jeté contre la grille. Il devait y avoir 3 ou 4 hommes. Peut-être. Ils ont commencé à pester en allemand contre le chien et à essayer de le faire taire. Soudain, j'ai entendu des pas dans les escaliers, puis des coups à la trappe. Quelqu'un tâchait d'ouvrir. J'ai reculé jusqu'à la lucarne et j'ai attendu. Finalement, la trappe a cédé et une tête est apparue. Mais ce n'était pas celle de M. Epstein. Et ce n'était pas non plus celle de sa femme. Je n'avais jamais vu Madame Epstein, mais je savais que ce n'était pas elle. Je l'imaginais fine et brune, délicate. Celle-ci n'avait pas plus de 20 ans, et c'était une paysanne. Cela se voyait à son visage, un peu épais, à ses joues trop rouges. Elle était en chemise de nuit, pieds nus, les cheveux défaits. Dans ses bras une couverture, et dedans une petite fille qui dormait. Amy. Elle a posé l'enfant dans le coin opposé du grenier, où il y avait maintenant tout un fatras de cartons et de vieux vêtements. Puis elle est retournée fermer la trappe sans bruit. Enfin, elle est revenue à la petite endormie, l'a prise contre elle, toujours enveloppée dans la couverture, et elle n'a plus bougé. Quand le coup de feu a claqué, la jeune femme a laissé échapper un « oh » de douleur, comme si elle avait reçu elle-même la balle. Le chien a hurlé, mais il a continué de plus belle à se ruer contre la grille. Alors, il y a eu un second coup de feu, et cette fois il s'est tu. La jeune femme a murmuré « les salauds !» et elle a commencé à bercer la fillette qui s'était mise à pleurnicher. « Ne pleure pas, je suis là. Dors !» Le ton était autoritaire. La petite s'est tue. En bas, il n'y a pas eu d'éclat de voix comme je l'avais pensé. On n'entendait même rien du tout, seulement les pas feutrés de ceux qui se déplaçaient. Après quelques minutes, il y a eu le bruit de la porte qu'on fermait, la clé qui a tourné dans la serrure, puis à nouveau les claquements de portière, le bruit du moteur. Les phares se sont éclairés, la voiture s'est éloignée dans la brume. Je l'ai vue disparaître au bout du chemin. La jeune femme ne bougeait toujours pas. Elle regardait fixement devant elle, sans voir. Dans ses bras, la petite dormait tranquillement. Un de ses bras dépassait de la couverture et pendait mollement dans le vide. L'autre était replié contre elle et tenait la poupée de chiffon, la même poupée que je tenais moi-même dans mes mains. Mes yeux allaient de l'une à l'autre, mes yeux voyaient l'une et l'autre. Puis je suis revenue à la jeune femme et je l'ai mieux observée. Son visage, assez joli, ses cheveux clairs et abondants, la peau blanche de son cou, ses yeux noisettes.
Ses yeux noisettes. Un coq a chanté. Je me suis remis à la lucarne et le soleil m'a ébloui. En bas, dans une villa voisine, des enfants installés en se chamaillant une table de ping-pong sur la terrasse. Une voiture est passée et a klaxonné plusieurs fois. Madame Goret est apparue à sa porte, un balai à la main. « J'ai pas besoin de vous ici. Allez !» Psst. Les poules se sauvaient en criant et faisaient de petits bonds ridicules. Quand je me suis retournée, le grenier était vide. Il n'y avait plus que la poussière qui dansait au soleil. Chapitre 16. J'ai passé la journée du lendemain prostrée dans ma chambre et je me suis levée pour aller au collège le matin suivant. C'était seulement pour ne pas me retrouver devant le médecin que je ne voulais plus voir. Quand je suis rentrée le soir, maman m'attendait sur le pas de la porte. Madame Goret est passée. Elle a demandé si tu pouvais creuser le trou pour sa chienne. Elle est morte pendant la nuit. Le temps de poser mes affaires et j'y suis allée. La pelle était appuyée au mur extérieur près de la porte, toute prête. Je tapais à la vitre comme à mon habitude, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis entrée. La chienne était allongée, comme d'habitude, contre le poêle. Mais cette fois, la tête était recouverte entièrement. « Madame Goret, c'est moi !» À l'étage, les ressorts du sommier ont grincé. « Je descends !» Il y a eu quelques pas, des bruits, de vêtements qu'on enfile, et elle est apparue en haut de l'escalier. Son visage était pâle, effripé. Elle avait l'air plus vieille encore qu'à l'habitude. Ou bien était-ce de l'avoir vue dans le grenier, si forte, si courageuse, et surtout plus jeune, de 50 ans. J'étais montée me reposer un peu. Sans doute qu'elle avait veillé sa chienne toute la nuit et qu'elle n'en pouvait plus. On est sortis ensemble et elle m'a montré l'endroit derrière la maison où je devais creuser. On la mettra là, à côté du Bobby. Les autres, je sais même plus où ils sont. Vous m'appellerez quand vous aurez fini ? Elle est repartie. Combien de chiens est-ce qu'elle avait enterrés ici, Sally Durand ? Est-ce que Nina serait la dernière ? J'ai creusé un moment et quand le trou m'a paru suffisant, je suis allée taper à la vitre. Vous avez peut-être une brouette ? Elle m'a indiqué l'ancienne écurie au fond de la cour. J'y suis entrée. On voyait qu'il n'y avait plus de bêtes ici depuis longtemps. Le sol était couvert de poussière et les outils pris dans des toiles d'araignée étaient accrochés au mur. Plusieurs seaux en bois, des lanières de cuir, une selle, un fouet. Ainsi, ils avaient eu un cheval. On a chargé la chienne dans la brouette et on a fait le tour de la maison. Et on l'a fait glisser dans le trou. Je n'avais jamais enterré d'animaux. En tombant, la terre faisait un bruit sourd sur le corps inerte. Chaque pelletée le faisait trembloter un peu. On aurait dit qu'il reprenait vie. Madame Goret se tenait à mon côté et s'essuyait les yeux avec son mouchoir. Bientôt, il n'est plus resté que la tête. Je l'ai recouverte avec douceur. Quand le dernier bout de pelage a disparu, Madame Goret a dit « Au revoir, ma grosse fille ». On a pleuré tous les deux. Je m'étais demandé si elle allait mettre une croix ou des fleurs ou autre chose, mais non, elle n'a rien mis. On a juste laissé la terre, comme ça. Vous boirez bien la goutte ? On s'est retrouvés assis à la table, la bouteille, les 2 petits verres, la boîte de gâteaux. Je ne sais plus comment c'est venu, comment j'ai fini par sortir la poupée de ma poche et la poser sur la table. Je savais seulement que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais jamais. On était au mois de juin déjà. En 3 semaines à peine, nous quitterions la goupille et je ne verrais plus jamais Madame Goret. Ce serait trop tard. Je voulais vous montrer ça. Elle l'a regardé longtemps sans y toucher, sans y croire, et puis elle a levé sur moi ses yeux noisettes. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, elle a tendu la main et pris la poupée. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Cela n'en finissait plus. Au bout de longues minutes, elle s'est mouchée plusieurs fois, elle a essuyé soigneusement ses larmes et elle s'est mise à parler. Lorsque maman inquiète est venue taper à la vitre, il faisait nuit. Il y avait plus de 3 heures que j'étais partie. « Tout va bien ?
tout allait bien. Tout allait vraiment bien. On a fait entrer maman, on a encore bu une goutte, à 3 cette fois, et on a fini les gâteaux. Chapitre 17. Monsieur Tournaire ne savait pas tout. Loin de là. Moi maintenant, je savais. Quand les Epstein s'étaient réfugiés à la Goupil en septembre 1941, Madame Epstein était enceinte de 3 mois et malade. Elle devait rester alitée en permanence, sous peine de perdre le bébé. Son mari était trop pris par son travail. Alors ils avaient cherché dans le voisinage une jeune fille qui pourrait s'occuper d'Amy, la sortir un peu, lui préparer ses repas. Ils ont demandé d'instinct à Madame Goré, à Annette, puisque tout le monde l'appelait ainsi à l'époque. Ils l'ont sans doute choisie parce que, contrairement aux autres, elle les saluait poliment et qu'elle souriait volontiers à la petite quand elle la croisait dans la rue. Dans un premier temps, le beau-père n'a pas été d'accord du tout. Son fils était prisonnier de guerre en Allemagne, il y avait du travail à la ferme, et surtout, elle n'allait tout de même pas faire la boniche chez ces ordures de youpins. Annette a tenu bon. Elle a même fini par y passer des nuits quand Amy était malade, ou bien quand le docteur était absent. Le beau-père a semblé l'accepter. Cela a duré quelques semaines, et puis en décembre, il y a eu la lettre. L'arrestation. Annette était chez les Epstein cette nuit-là, parce que Amy n'était pas bien. Quand elle a entendu la voiture s'arrêter devant la grille, elle a compris tout de suite. Le chien dormait dans la salle comme à son habitude. C'est elle qui l'a fait sortir pour gagner du temps. Le temps d'aller chercher la petite dans son lit. Le temps de la cacher dans le grenier. Comme elle s'engageait dans l'escalier, le docteur Epstein l'a interceptée. « Qu'est-ce que vous faites ? Je monte Amy au grenier. Cachez tous ses jouets, vite !» Il a eu une seconde d'hésitation. Il savait ce que cela voulait dire. La laisser ici, c'était la sauver peut-être, mais c'était aussi ne plus la revoir. Dehors, le chien tenait tête, mais pour combien de temps ? Le visage du docteur s'est tordu de douleur. « Attendez, Judith voudra l'embrasser aussi. » Trop tard. Dites-lui que je l'embrasserai pour elle, et que j'en prendrai soin. C'est bien, vous avez raison. Vite ! Il a embrassé la main de la petite, juste la main pour ne pas la réveiller, et il a poussé Annette dans l'escalier. La suite, je la connaissais en partie. Le grenier, les coups de feu. Annette a veillé sur la fillette le restant de la nuit. Elle a ouvert au chien qui s'était traîné dans l'escalier pour rejoindre sa petite maîtresse. Quand le jour s'est levé, elle est descendue après avoir soigneusement refermé la trappe derrière elle. « Ne crains rien, je vais te chercher à manger. » D'après Madame Goré, c'est vrai que les gens du pays n'ont jamais su que la petite était là-haut. Pour eux, la Gestapo avait embarqué tout le monde. Pendant quelques jours, elle a réussi à se glisser dans la maison des Epstein pour alimenter Amy et tâcher de soigner le chien. Elle avait sorti une balle de l'épaule, mais celle dans le ventre était en train de faire mourir la pauvre bête. Et puis, quelques jours plus tard seulement, l'insupportable est arrivé. Il y a eu cette autre lettre, cette autre dénonciation. La Gestapo est revenue, en plein jour cette fois. Elle l'a embarquée, elle, Annette Goré. Le beau-père n'inventait rien dans cette lettre, pas plus que dans la première. C'est vrai qu'Annette Goré soutenait les actes criminels des terroristes. C'est ainsi qu'il nommait les faits de résistance. C'est vrai qu'elle voulait aider les Epstein à passer en zone libre. Et sans doute que, par-dessus le marché, elle avait des bienveillances pour la racaille juive, puisqu'elle s'était mise au service des Epstein. Juste avant que la voiture grise ne l'emporte, elle a cherché autour d'elle le visage d'une personne, une seule, à qui elle aurait pu souffler. « Il y a là-haut la petite fille du docteur. Occupez-vous-en. » Elle n'a pas trouvé ce visage-là, et elle a emporté avec elle son secret. Quand elle est sortie de détention au début de l'été, les gendarmes avaient débarrassé le grenier. C'en était fini d'Amy Epstein, de son chien Boule. C'en était fini aussi de la joie de vivre d'Annette Goré. Elle est revenue à la ferme de ses parents, elle a survécu. Son mari est rentré d'Allemagne en 1945. Le beau-père est mort. C'est sa méchanceté qui a dû finir par l'étouffer. Annette et son mari se sont réinstallés à la Goupil. Et puis son mari est mort, à son tour, au début des années 60. Elle est restée avec ses poules et ses lapins. Parfois,
Elle avait la visite de Boule et d'Amy, qu'elle était seule à voir lorsqu'ils apparaissaient. Seule, jusqu'à ce qu'un drôle de garçon vienne s'installer avec ses parents en 1991 dans la villa d'en face. Une fois son récit terminé, la vieille madame Gorée a rangé en silence les photographies qu'elle m'avait montrées. Plusieurs de son mari en soldat, une de ses parents du temps où elle était revenue chez eux, une enfin de son beau-père où il posait, l'air dur, devant son cheval. C'était le seul être qu'il prétendait aimer, et ça ne l'empêchait pas de le rosser. La poupée était posée sur la table. Après une hésitation, je l'ai désignée et j'ai demandé « Est-ce que vous voulez qu'on l'enterre aussi derrière votre maison? On la mettrait dans une boîte ?» Son visage s'est illuminé. Je n'avais pas eu une aussi bonne idée depuis des siècles. Elle a renversé sur la table les quelques gâteaux qui restaient et tapé au dos de la boîte pour en faire tomber les miettes. Puis, elle a enveloppé la poupée dans un mouchoir blanc et l'a placée dedans. Elle s'y logeait parfaitement. Elle a coiffé le couvercle dessus. On est allés ensemble derrière la maison. Dans un petit trou creusé à côté de celui de Nina, on a posé la boîte et je l'ai recouverte de terre. Ce n'était pas triste. C'était comme une fête. Madame Gorée a déposé un petit bouquet de fleurs blanches sur le monticule. Voilà. Maintenant, elle pourra reposer en paix. Quand nous sommes rentrés chez nous, 1 heure plus tard, maman m'a regardé drôlement. « Dis donc, Madame Gorée t'embrasse maintenant ?» Chapitre 18. L'été a été précoce cette année-là. Il a fait chaud dès le début du mois de juin, et il flottait sur le collège un avant-goût de vacances. Dès que les cours étaient finis, on fonçait, Jérôme et moi, à la piscine municipale, et on y restait jusqu'à la fermeture. On savourait le plaisir des premiers bains de soleil de la saison, de la chaleur sur la peau, des soirées qui ne s'achèvent pas à 18h. En rentrant, je pédalais sur mon vélo avec une énergie que je croyais avoir perdue à jamais. Je me surprenais à rire tout seul, à chanter à pleine voix. Cela aussi, je l'avais oublié depuis des mois. À la maison, maman se réjouissait de me voir manger à nouveau de bon appétit. Elle retrouvait son garçon. Elle se demandait sans doute pourquoi cela arrivait maintenant, et à défaut de réponse, elle se contentait d'être heureuse. Mon père pensait avoir tout compris, bien sûr. La joie de vivre me revenait parce qu'on rentrait bientôt à S. Pas plus compliqué. Et quand il me voyait engouffrer une assiette de spaghettis sans respirer, ou presque, il chuchotait en aparté à ma mère, sur un ton faussement catastrophé. « Il va manger l'assiette ? Je te dis qu'il va manger l'assiette. » Mon anniversaire est le 14 juin. L'avant-veille, mes parents m'ont demandé ce que je voulais. J'ai répondu que je voulais un chien. « Un chien ?» ont-ils repris en parfait duo. Mais enfin, on t'a toujours dit que... C'est vrai qu'on avait passé depuis longtemps cet accord tacite. Pas de chien à la maison. Je les ai rassurés. C'est pas pour moi, c'est pour Madame Gorée. Ce serait bien de lui offrir un chien pour remplacer Nina. Mon père était sceptique. Tu es sûr qu'elle en a envie? Tu lui as demandé? Je ne lui avais rien demandé. Et si je l'avais fait, elle aurait sûrement dit qu'elle n'en voulait pas. En tout cas, elle n'en aurait pas acquis un autre d'elle-même. Trop vieille. Alors, si personne n'en prenait l'initiative, elle n'aurait plus de chien et c'est tout. Je pensais qu'elle en avait besoin, et qu'il fallait la mettre devant le fait accompli. Ça lui redonnerait goût à la vie, j'en étais sûre. Ils ont fini par se rendre à mes arguments, et dès le lendemain, c'était un samedi, on est allé au chenil, et on a rapporté un chiot épagnol de 15 jours, qui bissait partout, et qui avait l'air bien sympathique. Le soir même, je suis arrivée avec le panier chez elle, et je l'ai posé à ses pieds. C'est pour vous. Pour moi? Non, 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 mais j'en veux pas de cette bête. Oh là là, qu'il est mignon. Non, mais j'en veux pas. Mais déjà, elle lui grattait le ventre. À quoi le chiot a répondu par un jet tiède sur sa main ridée. Le jour privé de notre départ était le 17 juin. Il restait bien sûr une semaine de cours au collège, mais au point où j'en étais, comme disait mon père, quand on perd de l'argent à la roulette, il vaut mieux quitter le casino. Jusqu'à ce jour, je suis passée tous les soirs chez Madame Gorée. On bavardait de choses quotidiennes, on jouait un peu avec le chien. Vers 8h, elle le couchait dans sa panière et elle montait se coucher à son tour.
Maman me charriait un peu. Mais tu as le béguin ou quoi? Je suis pas vieux jeu, mais enfin, la différence d'âge. Et mon père, encore plus taquin. Prends tes précautions, enfin, tu sais ce que je veux dire. C'était donc le 17 au soir. Le master était garé devant notre porte et on achevait de le charger. Cette fois, c'était bel et bien fini. J'avais fait mes adieux à Jérôme l'après-midi. On s'écrira, d'accord, on s'écrira. On s'est juste serré la main. Sans doute qu'à S, je n'aurais même pas prêté attention à ce garçon, mais il m'avait sauvé de la solitude. J'avais envie de lui dire merci, mais il n'aurait pas compris de quoi je le remerciais. Je lui étais reconnaissant d'avoir été mon unique ami de cette année-là, de ne jamais m'avoir posé de questions quand je ne voulais pas qu'on m'en pose, d'avoir été fidèle, d'avoir été là, tout simplement. C'était amusant de refaire les mêmes gestes que 10 mois plus tôt. On chargeait les mêmes meubles dans le même camion, et il manquait les mêmes centimètres pour que ça passe. Quand on a eu fini vers minuit, j'ai eu envie de revoir le bout de terre où la poupée était enterrée derrière la ferme de Madame Goré. J'ai dit à mon père que je revenais tout de suite, et j'y suis allée. La pleine lune éclairait les 2 petites sépultures de la poupée et de la chienne. Les hauts arbres autour de la ferme se balançaient doucement dans le vent. Leurs contours se découpaient comme à l'encre de Chine. La brouette était restée là depuis la dernière fois. Je l'ai prise, j'ai fait le tour de la maison, et je me suis avancée vers l'écurie. La porte était fermée par un loquet. Je l'ai ouverte, et je suis entrée. J'ai remis la brouette là où je l'avais trouvée le jour de l'enterrement de la chienne. Il faisait noir. Un frisson m'a parcouru. Et je me suis soudain sentie mal, oppressée. Quelle idée de venir en pleine nuit dans cet endroit. C'est ici qu'était le cheval du père Goré. Est-ce qu'il le battait dans l'écurie à coups de bâton? Comment pouvait-on être assez cruel pour frapper une bête? Émile, désormais, reposait en paix, comme avait dit madame Goré. Mais lui, comment son âme pouvait-elle trouver le repos? Je me demandais tout cela, immobile dans le silence de l'écurie. C'est quand je me suis retournée pour sortir que je l'ai vu, planté devant moi, sa silhouette massive, dans l'encadrement de la porte, le bras levé, tenant dans son gros poing le manche du fouet. Le père Goré, le beau-père d'Annette, le dénonciateur. Sa bouche était tordue par la haine. Je n'ai pas eu le temps de reculer, ni de me baisser, ni de crier. Il a abattu son bras avec un « Han » de bûcheron. Le fouet a cinglé. Il m'a ouvert le visage en 2. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée sur le dos. Il était au-dessus de moi, jambes écartées, un pied de chaque côté de ma tête. Cette fois, il tenait une fourche à 3 dents et il brandissait à la verticale. Le fouet était pour me punir, la fourche était pour me tuer. Le chien l'a attaqué directement à la gorge. Pour tuer aussi. Boule. Surgit tout à coup de l'ombre. Sa mâchoire s'est refermée comme un étau sur la nuque de l'homme qui a roulé à terre. Mais le chien n'a pas lâché prise. Sa rage et sa force étaient terribles à voir. Il s'est mis à secouer l'homme comme s'il avait été un mannequin de chiffon. Celui-ci a essayé de se débattre, de desserrer la prise, mais il n'y avait rien à faire, et c'est seulement quand il l'a senti inerte sous ses crocs que le chien a ouvert la gueule pour le laisser tomber. Puis il est venu à moi en gémissant. J'ai senti sa langue sur mon visage, son corps chaud qui se blottissait contre le mien. Alors, lentement, dans une grande douceur, un peu comme on s'endort, j'ai perdu connaissance. Épilogue. On m'a soignée à l'hôpital de C. Par chance, l'œil n'était pas atteint, mais le médecin ne m'a pas laissé d'illusions pour le reste. On va faire de notre mieux, mais il te restera une petite cicatrice. Une petite cicatrice. Notre départ a été retardé de 3 jours. On a roulé de nuit comme l'année d'avant, et c'est le 21 juin au matin que le camion s'est garé devant chez nous. Mon père ne sifflotait plus. La boucle était bouclée. Une de mes grandes surprises en revenant à S a été Caroline. Une fois passé l'étonnement devant ma nouvelle tête, elle m'a demandé tristement pourquoi je n'avais jamais répondu à son courrier. Elle m'avait bien écrit, elle. Ainsi, sa lettre s'était perdue. Cela arrive 1 fois sur 10 000.
Il fallait que cela tombe sur une lettre d'amour. D'autres lettres qui n'étaient pas d'amour, elles, étaient bien parvenues à leur destinataire 50 ans plus tôt. Elles auraient mieux fait de se perdre aussi. Mon père nous a surnommés les petits fiancés. Ça nous est resté jusqu'à maintenant. 6 ans ont passé. J'ai 20 ans aujourd'hui. L'âge qu'avait Annette Goré en 1941. Je pense à elle souvent, quand j'ai peur surtout, des hommes, de leurs bêtises, de leur lâcheté. Je pense à son courage et j'essaie d'avoir le même. Il y a 3 mois, je l'ai revue. On passait par hasard près de C, Caroline et moi, et j'ai voulu faire un détour par la goupille. Quand on a stoppé la voiture devant la cour, elle était là à donner du grain à ses poules, telle que je l'avais laissée 6 ans plus tôt. Les pagnelles étaient couchés à l'ombre sous un banc. Oh, mon Dieu, je vous aurais pas reconnu, vous avez changé. C'est votre dame. Elle est bien jolie. Oui, bien jolie. Entrez. Vous boirez bien la goutte. Comment vont vos parents? Je n'avais jamais raconté à Caroline ce qui s'était passé ici, pas plus qu'à mes parents. La seule personne au monde qui le savait était cette petite vieille en train de donner un coup de torchon à ses verres à liqueur. On a parlé de tout, sauf des apparitions. Comment le faire devant Caroline? Mais quand je lui ai demandé s'il n'y avait rien de neuf à la goupille, elle a levé sur moi son œil noisette. Non, rien de neuf. Tout est calme, tout à fait calme. J'ai su comme cela qu'Amy et son chien n'étaient plus revenus, et c'était très bien. Quand elle ne sera plus de ce monde, je resterai seule avec mon secret. Je me dis parfois que cela me pèsera lourd, et qu'un soir, un de ces soirs où l'air qui flotte entre les gens incite à la confidence, il faudra bien que je m'en délivre. Alors, je ferai asseoir en face de moi mon père, ou ma mère, ou Caroline, ou quelqu'un d'autre, et je commencerai ainsi. Tu sais, je ne te l'ai jamais raconté, mais l'année où on était à la goupille, et peut-être que je leur dirai. Peut-être.